France 24 et RFI sont des médias qui sont totalement indépendants du gouvernement français et qui s'efforcent de produire une information aussi impartiale et fiable que possible et d'informer des publics en vérifiant toutes les données qu'on peut diffuser, notamment actuellement avec tout ce qui concerne les campagnes en fait, de dénigrement, les campagnes sur les réseaux sociaux qui sont de plus en plus importantes avec la désinformation qui est présente non seulement en Afrique mais partout dans le monde. Nous nous efforçons de produire une information vérifiée et nous avons mis en place aussi un certain nombre de départements dans nos deux médias, RFI France 24, qui sont chargés spécifiquement de vérifier toutes les informations qui sont diffusées, notamment de checker, on dit du fast-checking, de checker tout ce qui concerne les désinformations. On est assez déstabilisé dans le monde actuel avec les conflits qui sont maintenant, qui étaient un peu partout, mais qui touchent maintenant l'Europe de manière assez puissante depuis 2-3 ans. Et donc on est dans un monde nouveau. Et donc maintenant on doit faire les efforts pour y faire face et garder la confiance du public qui nous écoute. Et bon, c'est ce que nous nous efforçons de faire. La convention, en fait, RFI est diffuse au Bénin depuis 1991. On a ouvert le premier FM à Cotonou à ce moment-là. On est à Parakou. Nous avons aussi maintenant de nombreuses radios partenaires qui reprennent nos programmes dans le pays. Il y en a actuellement 25 qui reprennent des programmes en français, mais aussi en langue fulfulde, un peu en Haoussa, dans la région, puisqu'on a une rédaction en Haoussa qui est basée au Nigeria. Et là, actuellement, dans ma présence ici, c'est pour signer le renouvellement de la convention de diffusion de RFI RFM au Bénin. C'est pas la première, parce que la convention a été signée depuis la création de la HAC, donc nous avons des conventions. Je pense que pour ce qui me concerne, c'est peut-être le 4e président de la HAC que je rencontre, et avec toujours autant à la fois de rigueur dans nos méthodes de travail, dans notre approche et dans l'approche de la HAC, et aussi notre disponibilité pour travailler avec les professionnels des médias au Bénin, que ce soit dans le domaine de l'information, de la formation et des partenariats en général. Voilà. Nous avons dans la convention avec la HAC, d'ailleurs, depuis 1996, prévu des clauses qui envisagent de faire des formations. Donc nous avons régulièrement, en partenariat avec la HAC, nous organisions des sessions de formation, de renforcement des capacités des journalistes, qui se passent bien. Donc là, dans la convention qui est renouvelée, ces dispositions sont également prévues. Voilà, donc dès l'année prochaine, je pense que nous allons organiser des sessions. C'est là qui choisit les partenaires, qui choisit la thématique, et puis nous, autant que possible, nous mettons les professionnels à disposition pour organiser ce type d'activité. Je pense que ça se passe très bien ici, donc on n'a aucun souci. En partant du Bénin, donc je vais me rendre au Togo aussi, où je vais rencontrer la HAC Togo, avec laquelle nous avons également une convention qui est dans le même type. Et nous allons aussi parler du prolongement, du renouvellement de notre présence dans ce pays, qui est très importante aussi. Les corridors, c'est les grands axes routiers qui relient notre pays aux autres pays. Le premier corridor, c'est de Lakodji à Kraké. Le deuxième, Cotonou-Malanville. Le troisième, Dassa-Porga. Ainsi de suite. Tous les corridors ont été numérotés. Par rapport à la sécurisation et la fluidité des corridors, le Bénin a reçu le premier prix. C'est vous dire que dans la sous-région, quand même, le niveau de sécurité du Bénin est apprécié. Et nous sommes au top niveau. Par rapport au terrorisme, nous sommes en train de gérer cette situation depuis 3 ans. Mais à ce jour, il n'existe pas un seul hameau, un seul village au Bénin occupé par les terroristes. Pourtant, nous sommes entourés par 3 pays qui sont menacés par le terrorisme. Mais à ce jour, aucun hameau, aucun village béninois n'est occupé par les terroristes. Nous enregistrons des incursions. Et chaque fois qu'ils font les incursions, nos forces de défense et de sécurité réagissent. Et ils sont obligés de se replier. C'est cela que nous gérons. Mais nous travaillons parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. Parce que ça dépend de l'évolution dans les autres pays aussi. L'idéal serait qu'il y ait une bonne collaboration entre tous les pays. Est-ce que ça existe, cette collaboration? Bon, ça avait commencé, ça fonctionnait plus ou moins. Bon, avec l'avènement de l'AES, les choses se sont compliquées un peu. Nous avons l'espoir qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Une coopération nous permettrait de les prendre de manière croisée, d'agir de manière croisée. Mais si lorsqu'ils font des incursions, nous les refoulons, ils vont, après ils reviennent, c'est un jeu de ping-pong. C'est un ballon de ping-pong, ça pose problème.
Bon, nous pensons, mais de toutes les façons, ce qui nous préoccupe, nous, c'est de constituer un véritable rempart au niveau de nos frontières et de protéger notre pays. En attendant que la situation dans la sous-région s'améliore pour des actions conjointes. Mais pour l'instant, nous devons constituer un rempart autour de nos frontières. Et c'est ça, c'est à cause de ça que l'État est en train de construire les BOA, les bases opérationnelles avancées, et les PAF, les postes avancés fortifiés, les BOA et les PAF, qui sont de grandes infrastructures qui vont abriter nos forces de défense et de sécurité, qui vont assurer la sécurité de nos frontières. Nous mettons un accent particulier sur les zones frontalières, mais nous ne négligeons pas aussi l'intérieur du pays. Il y a des actions qui sont menées pour sensibiliser les gens. Nous avons une structure, le CNL-CREFT, qui se charge de la prévention, donc qui agit, qui sensibilise et qui éduque les populations pour éviter que ces populations, qui luttent contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. Vous savez, ça commence par la communication. Et aujourd'hui, nous suivons tout ce qui se passe au niveau des lieux de culte. Les prêches, vous ne pouvez pas prêcher contre nos lois. Vous ne pouvez pas dire ce qui est contraire à nos lois. Vous ne pouvez pas inciter la population à la violence. Donc les lieux de culte sont suivis, juste pour savoir les propos qui sont tenus dans les lieux de culte. Et ça entre dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. Ça commence par le discours. Donc ces genres de discours, nous refusons. Lorsque vous insistez, on vous interpelle. Le défi aujourd'hui, c'est de renforcer les acquis. C'est de renforcer les acquis et c'est de poursuivre les actions que nous menons, c'est-à-dire les infrastructures par exemple, parce que le terrorisme aussi est favorisé par l'enclavement. Et si vous faites attention, le gouvernement, au cours de ce second quinquennat, a mis un accent particulier sur les infrastructures. Et l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que tous les chefs-lieux de communes soient reliés par des voies bitumées. C'est ça parfois qui donne le sentiment d'abandon aux populations. Donc ce défi-là, nous devons le relever. C'est-à-dire lutter contre, éviter que des zones restent enclavées, faciliter l'accès à toutes les zones dans le pays, que toutes les communes soient accessibles. L'autre défi, c'est l'équipement et la formation. Françaises, Français, mes chers compatriotes, hier, l'Assemblée nationale a voté à la majorité absolue le rejet du budget de la sécurité sociale et ce faisant la censure du gouvernement de Michel Barnier. Je veux ici remercier Michel Barnier pour le travail qu'il a accompli pour notre pays, pour son dévouement et pour sa pugnacité. Lui, comme ses ministres, se sont montrés à la hauteur du moment quand tant d'autres ne l'ont pas été. Le 9 juin dernier, je me suis adressé à vous pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision était à mes yeux en effet inéluctable. D'abord, car le vote aux élections européennes avait donné une large avance au Rassemblement national et placé les extrêmes en tête. Ensuite, car de nombreux responsables politiques annonçaient déjà la censure pour cet automne. Cependant, je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Beaucoup me l'ont reproché et je sais beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait et c'est ma responsabilité. Cependant, nul ne peut dire qu'en faisant cela, je ne vous ai pas redonné la parole. Et je crois que c'était nécessaire. Vous avez pris vous-même votre responsabilité en allant massivement voter aux élections législatives en juin et juillet dernier. Et ce vote, ainsi que les désistements réciproques décidés par plusieurs partis, ont composé une Assemblée nationale sans majorité. Aucun parti, aucune coalition présentée aux électeurs, en effet, ne peut prétendre avoir seule la majorité. Et cette situation exige une nouvelle organisation politique. C'est inédit, mais c'est ainsi. Alors, durant cet été, j'ai largement consulté, d'abord pour tenter de convaincre les forces politiques de travailler ensemble, comme cela se fait chez beaucoup de nos voisins. Puis, pour choisir un Premier ministre qui ne soit pas censuré dès sa nomination. C'est pourquoi, en septembre, mon choix s'est porté sur Michel Barnier, un responsable d'expérience, jusqu'alors dans l'opposition, parce qu'il était en effet susceptible de rassembler la majorité la plus large à l'Assemblée et au Sénat, de la droite républicaine au centre, en passant par les radicaux et les forces indépendantes et des territoires.
J'ai laissé le Premier ministre gouverner, le Parlement légiférer. Et hier donc, le gouvernement a été censuré. Et cela, malgré les concessions faites par Michel Barnier à l'ensemble des groupes parlementaires. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain. À partir d'aujourd'hui, c'est une époque nouvelle qui doit commencer, où tous devront agir pour la France et où il faudra bâtir des compromis nouveaux. Parce que la planète avance, parce que les défis sont nombreux et parce que nous devons être ambitieux pour la France. Nous ne pouvons nous permettre ni les divisions, ni l'immobilisme. C'est pourquoi je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général, représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement qui puisse y participer ou à tout le moins qui s'engage à ne pas le censurer. Oui, les 30 mois que nous avons devant nous doivent être 30 mois d'action utile pour le pays. Et pour cela, le gouvernement devra partir du réel et non pas des fantasmes ou des contre-vérités. Je ne crois pas pour ma part que l'avenir de la France puisse se faire avec plus d'impôts, plus de normes, ou avec quelques laxismes face au narcotrafic, ou dans la multiplication des divisions, ou dans l'abandon de notre ambition climatique. Il faudra que le gouvernement rassemble pour agir concrètement au cours de ces 30 mois pour nous et nos enfants. Regardez, samedi, devant le monde entier, nous allons célébrer la réouverture au public de Notre-Dame de Paris. La cathédrale sera rendue aux Parisiennes et aux Parisiens, à nous tous, aux catholiques du monde entier et aux cultes. Et ce chantier qu'on croyait impossible, rappelez-vous, nous tous, ce soir d'avril 2019, eh bien, nous l'avons fait. Comme nous avons aussi réussi nos Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous l'avons fait parce qu'il y a eu un cap clair, une volonté, et parce que chaque femme et chaque homme a travaillé dur. Responsables publics, fonctionnaires, salariés, compagnons, bénévoles, chacun a eu un rôle essentiel pour une cause plus grande que nous tous. Nous l'avons fait. Nous allons le montrer au monde entier. Nous sommes donc capables. Nous allons donc le faire pour notre pays et notre République. Vive la République, vive la France. Le Premier ministre actuel, qu'on vient de décider, là, il est de la droite, 4e. Et 4e même, ils sont venus avec combien de députés? Et le président Macron, au lieu de choisir un Premier ministre parmi les gens de front de gauche, là, c'est-à-dire, soit c'est un socialiste, communiste ou un insoumis. C'est ce qu'il devait faire. Mais non, il a voulu faire le malin, soit disant que non, il y a un accord façon là avec l'extrême droite. Voilà maintenant, le projet de budget, ça ne convient pas aux deux. À la première force et à la troisième force. Résultat, le gouvernement est destitué. Largement, il faut voir. Parmi les gens du front de gauche, il y a une seule dame qui n'a pas voté. Toutes les institutions de la 5e République française auront des problèmes. Et pourquoi je le dis? J'ai l'impression, étant béninois, observateur de la politique française aujourd'hui, il semble que la politique prend une allure qu'on n'a jamais vue en France. Et que la manière dont Michel Barnier a été nommé Premier ministre, consensus ou pas, juge pour taire la querelle de Marine Le Pen, c'est l'RN on appelle ça, et de, comment vous appelez, Mélenchon, qui n'ont pas pu s'entendre pour sortir un Premier ministre pour que le chef de l'État puisse poursuivre les activités françaises. Et il faudrait cette fois-ci que le Premier ministre soit bien choisi. Et il doit prendre l'avis, n'est-ce pas, du Rassemblement national et du parti des socialistes et de M. Mélenchon. C'est très important. Sinon, si ça échoue encore, Macron sera destitué.
Donc, M. Macron, ce qu'il pourra faire de mieux, c'est de nommer un Premier ministre parmi les gens du Front de gauche, la coalition des Fonds de gauche, incarnée par Mélenchon. C'est là, il n'a pas de choix. Hein. Soit il choisit là. Parce que je sais qu'il ne peut pas aller choisir un Premier ministre dans le camp de l'extrême droite. Je pleure par exemple le cas de l'actuel président Macron. Qu'est-ce qu'il va faire? Quel manège on va lui donner dans les jours à venir? Et on va voir. J'ai l'impression que Marine Le Pen va se dire qu'elle a gagné quelque chose. Parce qu'elle était à la base de tout ce qui s'est passé jusqu'ici. En plus, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Il est obligé maintenant, pour le prochain Premier ministre qu'on va nommer, de laisser les mains libres à ce Premier ministre, d'exécuter les programmes, n'est-ce pas, synthèse du Rassemblement national et des populistes et de M. Mélenchon. Alors que le Sénégal a commémoré les 80 ans du massacre de Thiaroye, un colloque organisé à Dakar réclame un accès intégral aux archives de cette tragédie. Pour les participants, l'accès limité aux documents est motivé par la volonté de cacher une partie de la vérité sur ce massacre. Le 1er décembre 1944, l'armée française exécutait sommairement des dizaines, voire de centaines de tirailleurs africains qui réclamaient leurs arriérés de salaire. Depuis, des zones d'ombre subsistent, notamment le bilan officiel faisant état de 35 tirailleurs africains assassinés, l'un des 400 évoqués par des historiens. Les revendications réelles des soldats des colonies ainsi que le déroulement de cette tuerie de masse doivent aussi être élucidés. Le président français Emmanuel Macron a reconnu cette tragédie. Les députés de son pays demandent désormais la mise en place d'une commission d'enquête. Au Ghana, plus de 18 millions d'électeurs sont attendus le 7 décembre aux urnes pour élire leur prochain président parmi 13 candidats et choisir les 276 députés de la nouvelle législature. La campagne électorale s'est déroulée sous une stricte surveillance sécuritaire, sans incident majeur. L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan encourage le pays à préserver son héritage démocratique. Nous aspirons à ce que le Ghana tienne des élections exemplaires, renforçant son statut de modèle démocratique en Afrique. Il est crucial que le pays préserve cette réputation en assurant un processus électoral pacifique, transparent et crédible. Nous sommes convaincus que ces élections ne feront pas exception. Les deux principaux favoris de cette élection présidentielle sont les candidats des partis historiques, le NPP, Nouveau Parti Patriotique, et le NDC, le parti d'opposition, le Congrès démocratique national. Le duel opposera le vice-président en exercice, le docteur Mahamadou Bawumia, et l'ancien président John Dramani Mahama. Je souhaite simplement la paix, que les élections se déroulent dans le calme, sans chaos ni trouble dans le pays, c'est tout ce que je demande. Je m'attends simplement à ce que nous allions voter dans le calme. Le vainqueur sera déterminé par les urnes et il ne devrait y avoir ni dispute ni violence. Les principaux candidats ont battu campagne autour des énormes défis économiques qui minent le pays. Ils promettent entre autres de combattre la corruption ou de valoriser une économie circulaire. La République démocratique du Congo a engagé une nouvelle procédure judiciaire contre le Rwanda qu'elle accuse de soutenir la rébellion du M23, responsable d'exactions graves dans l'est du pays. Cette démarche, annoncée le 2 décembre, s'inscrit dans une stratégie plus large visant à mobiliser les instances internationales, notamment la Cour africaine des droits de l'homme à Arusha. Depuis fin 2021, le M23 a repris les armes, affirmant que Kinshasa n'a pas respecté un accord de 2012 prévoyant la réintégration des rebelles dans l'armée congolaise. De son côté, le Rwanda accuse régulièrement la RDC de tolérer la présence des forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe armé rwandais créé par d'anciens combattants hutus impliqués dans le génocide de 1994. Kinshasa rejette ces accusations et les qualifie de tentatives pour détourner l'attention des responsabilités rwandaises dans le soutien présumé au M23.
Un sommet entre la RDC, le Rwanda et l'Angola est prévu le 15 décembre à Luanda, dans l'espoir de désamorcer la crise. Depuis la contestation des résultats de l'élection présidentielle du 9 octobre, le Mozambique est toujours le théâtre de manifestations violentes. Exilé en Afrique du Sud, Venancio Mondlane, candidat malheureux, mène la contestation contre des fraudes électorales présumées. Selon les autorités, 5 personnes ont été tuées dans des affrontements avec la police mercredi à Maputo, Nampula et dans la région de Zambézie. 3 autres ont été grièvement blessés. Depuis l'Afrique du Sud, Mondlane appelle à des blocages massifs de routes, ports et aéroports. La mort d'un garçon de 13 ans tué par un policier en civil à Matola a exacerbé la colère des manifestants. Ces derniers ont paralysé le parc industriel de Belelouane, forçant Mosal, producteur clé d'aluminium, à suspendre temporairement ses activités. Avec 88 morts en un mois, le président élu, Daniel Chapo, appelle au calme. Le président sortant, Philippe Nyusi, avertit des retombées économiques. Le 3 décembre, Netumbo Nandi-Ndaitwah, candidate du parti au pouvoir SWAPO, a été déclarée présidente avec 57% des voix dès le premier tour, devenant ainsi la première femme à accéder à la fonction suprême en Namibie. Cependant, cette victoire est déjà contestée, notamment par le principal parti d'opposition, les Patriotes indépendants pour le changement, dirigé par Panduleni Itula, qui dénonce un scrutin chaotique marqué par une pénurie de bulletins, des défaillances techniques et des retards qui ont prolongé le vote de 3 jours. L'opposition envisage de saisir la justice, potentiellement la Cour suprême, pour faire annuler l'élection, jugeant que le processus a violé le droit de vote. Les rapports des observateurs internationaux, dont l'Union africaine et la Communauté de développement d'Afrique australe, sont attendus pour éclairer la situation. Leur analyse pourrait influencer les suites de cette élection, alors que l'opposition a jusqu'au 21 mars, date prévue pour l'investiture, pour faire valoir ses arguments. Six corps ont été remontés en début de semaine d'un puits aurifère de style fontaine, où un bras de fer oppose policiers et mineurs artisanaux. La police fait le pied de grue aux abords de plusieurs puits illégaux dans la région, attendant que des mineurs refassent surface pour procéder à leur arrestation. Ce face-à-face dure depuis des semaines. Entre le blocage des provisions alimentaires et le refus d'intervenir, sous prétexte que les puits sont trop profonds et que certains mineurs pourraient être armés, la police semble jouer la montre, misant sur l'épuisement des mineurs. Selon plusieurs observateurs, l'attitude de la police pourrait entraîner une hausse des décès. Affaiblis et craignant l'expulsion, certains mineurs préfèrent rester sous terre, acceptant l'idée d'y trouver la mort. Des centaines, voire des milliers de personnes seraient retranchées. Les autorités estiment qu'environ 400 personnes, majoritairement originaires des pays voisins, se trouveraient encore sur place. Dans le cadre de l'opération Bloquer les trous, lancée en décembre 2023, la police encercle les mines désaffectées de plusieurs régions d'Afrique du Sud. La situation des gangs à Port-au-Prince continue de se dégrader. Jeudi, la police kenyane a échangé des tirs avec des membres du gang Vivansom dans le quartier de Delmas 2, une zone contrôlée par Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Ce bâtiment stratégique anciennement occupé par la police nationale avait été évacué après la prise de contrôle du quartier par les gangs il y a 3 ans. Fin novembre, les policiers kenyans, membres de la mission de sécurité multinationale soutenue par l'ONU, ont repris le bâtiment, mais les échanges de tirs persistent. Le commandant kényan a annoncé la 2e phase de l'opération avant Noël. Avant les fêtes de Noël, je m'engagerai pleinement dans la 2e phase de cette opération. C'est pourquoi je dis que les jours sont comptés pour les gangs. Soit ils se rendent aux autorités, au gouvernement, soit nous irons les chercher. Parce que nous ne dormirons pas, nous ne resterons pas assis, nous serons dehors jour et nuit. Le défi est de taille. Actuellement, 85% de la capitale haïtienne échappe encore aux autorités.
Les forces de sécurité kenyanes restent déterminées malgré des moyens limités. Les Haïtiens, quant à eux, espèrent une fin rapide à cette guerre des gangs qui paralyse leur quotidien.